بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, c'est la troisième partie du cours traitement de signal. Donc, les bases du traitement de signaux numériques. Donc, c'est le cours numéro 3. Donc, aujourd'hui, on va faire la transformée de Fourier, mais cette fois-ci, elle est discrète. Donc, nous avons la transformée de Fourier à temps discret. Si le temps est discrétisé, donc nous avons grand X de f, toujours tout le cas continu, l'intégrale discret, on utilise la somme. Donc, c'est une somme de x de t multipliée par exponentielle moins g de pi ft. C'est la même chose que l'intégrale, mais au lieu de l'intégrale discret, on va utiliser la somme. Et bien sûr, la transformée inverse, nous avons x de t est égal à l'intégrale entre moins 1 demi plus 1 demi de x de f, c'est x de f exponentielle plus g2 pi ft df. Il faut faire attention, c'est f ici, d'accord? Les propriétés, c'est que x de f est périodique. Nous avons t0 égale à 1. Grand X de f plus 1, c'est une somme de x de ak par exponentielle moins 2g pi fk plus 1 fois k. Donc, c'est une somme de x de k par exponentielle moins 2g pi pf moins par exponentielle moins 2g pi pi x, donc qui est égal à x de f. La remarque, c'est la transmise de Fourier de x à de t d'un signal analogique n'est pas périodique. La série de Fourier est utilisée pour les signaux périodiques, tant que la transformée de Fourier est utilisée pour les signaux non périodiques ou apériodiques. Donc, nous avons que grand X de f est périodique pour f0 égale à 1. Tout intervalle de longueur unité est suffisamment pour décrire complètement cette fonction. Quelles sont les règles de la construction de la transformée de Fourier à temps discret à partir de la transformée de Fourier de x de t? La première des choses, on divise l'axe des fréquences par la fréquence d'échantillonnage FE. Deuxièmement, on périodise avec la période 1. Troisièmement, on divise l'amplitude par TE. Donc, on aura xe de n, c'est x de n multiplié par TE. Donc, pour les observations spectrales, on a la précision pour mesurer la fréquence d'une seule sinusoïde. Et la résolution, c'est la capacité de mesurer des fréquences distinctes, donc des fréquences mortelfines différentes. Donc, la transformée de Fourier discrète en se limitant à un nombre fini de L valeurs de la fréquence, à savoir que f égale à k divisé par L, on obtient la transformée de Fourier discrète. Nous avons grand X de k égale la somme qui varie de 1 à 0 jusqu'à grand N moins 1, x de n par exponentielle moins 2 pi g k par petit n divisé par grand N. Andi grand L est le nombre de points de calcul de la transformée de Fourier temps discret. Au grand N est le nombre de points par la suite temporelle. Donc, Gx de n qui est égal à 1 sur grand N. La somme qui varie de 0 jusqu'à grand N moins 1 de x de n par oméga n nk. K appartient à l'intervalle de 0 jusqu'à grand N moins 1 avec oméga n égale à exponentielle moins 2g pi divisé par grand N. Donc, on va la transformée de Fourier rapide. Donc, nous avons un exemple ici. On va prendre grand N égale à 2 la puissance P et P égale à 3. Donc, j'aurai xk égale x0 plus x2 par oméga 8 2k plus xk par oméga 8 4k plus x8 par oméga 8 6k plus oméga 8k par x1 plus x3 par oméga 8 2k plus x5 par oméga 8 4k plus x7 oméga 6k.
Bien sûr, ce qui donne que x0 plus x4 oméga 8 4k plus oméga 8 2k par x2 plus x6 oméga 8 4k et x1 plus x5 par oméga 8 4k et oméga 8 à la puissance de k fois x3 plus x7 oméga 8 4k. Donc, nous avons une structure de papillon puisque nous avons l'addition, la soustraction plus la multiplication. Donc, j'ai pour l'échelle de temps une séquence discrète pour n. On a par exemple n qui varie moins 1 jusqu'à 7. Donc, le temps physique x de t, il varie de moins t jusqu'à 7t. Donc, domaine temporel, bien sûr. Pour l'échelle fréquence, donc j'ai des fréquences physiques x de exponentielle g oméga. Donc, la fréquence normalisée, j'aurai grand X de G de oméga, grand oméga. Donc, c'est la même forme, mais l'intervalle, l'oméga, c'est grand oméga. Donc, on va voir les signaux aléatoires. On va commencer par la probabilité. On appelle probabilité toute fonction grand P définie sur l'ensemble des événements d'un univers grand E qui vérifie les conditions suivantes. Donc, nous avons pour tout événement grand A, on dit la probabilité de A elle est comprise entre 0 et 1. Et pour l'événement certain, grand E, j'ai la probabilité P de E égale à 1. Donc, pour tout couple A et B d'événements incompatibles, j'ai la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Quelle est la loi de probabilité d'une variable aléatoire? On appelle loi de P les valeurs probabilité d'une variable aléatoire discrète, la liste des valeurs qu'elle peut prendre accompagnée de la liste des probabilités correspondantes. Donc, nous avons Cx1, x2 jusqu'à xn associé à P1, P2 jusqu'à Pn, définit la loi de probabilité d'une variable aléatoire grand X. Donc, j'ai l'espérance mathématique de grand X, c'est le nombre E de X égale la somme de XI par P de I. La variance, donc j'ai la variance, c'est sigma carré, c'est la variance de X égale l'espérance de grand X moins E de X élevé au carré, sachant que la variance de H par grand X c'est égal H carré V de X, et la variance de X plus K, c'est la variance de grand X. La variance de grand X, c'est l'espérance de X carré moins E de X élevé au carré. Pour les lois continues, nous avons une variable aléatoire sera définie comme une application de l'univers dans l'ensemble des nombres réels. La fonction grand F telle que grand F de X, c'est la probabilité de grand X soit inférieure à petit x. Donc ça, on appelle ça, c'est la fonction de répartition. Il existe une fonction petit f telle que la fonction de répartition de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de x dx. Donc, celle-ci est appelée densité de probabilité et elle est telle que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx égale à 1. Le lien continu est discret. Donc, soit grand X, une variable aléatoire continue, et f de x, sa densité de probabilité. Alors, f de x dx égale à peu près la probabilité de grand X appartient à l'intervalle x et x plus dx. On appelle l'espérance mathématique d'une variable aléatoire continue de densité f de x l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x par f de x dx. La variance, nous avons v de x égale l'espérance de x moins e de x, le tout élevé au carré. Donc, comme exemple numérique, nous avons la loi uniforme sur 0 et 2. Donc, pour les signaux aléatoires, un process aléatoire PA, P process ou A aléatoire est défini comme une fonction du temps t
et des épreuves aléatoires d'une expérience aléatoire oméga, sachant que le process aléatoire égale à grand F de T et oméga. L'observation d'un process aléatoire à un instant donné permet de définir une variable aléatoire VA, telle que la variable aléatoire, c'est F de T0 de oméga. Donc, c'est la réalisation du process pour une épreuve aléatoire donnée qui constituait le signal aléatoire. Donc, nous avons le signal aléatoire, c'est la fonction de T et oméga 0. Maintenant, on va voir la stationnarité et l'ergodicité et l'indépendance. On a un signal aléatoire réel x de t est défini par une loi de probabilité pour son amplitude à chaque instant, NTE. Cette loi s'exprime sous la forme d'une densité de probabilité P de xn, sachant que la densité de probabilité égale, c'est la limite de la probabilité de x moins delta x, sachant que xn bar compris entre delta x moins delta x et x, fois delta sur delta x, et x bar, c'est la variable aléatoire. La fonction de répartition ayant pour expression, donc c'est grand F de xn égale la probabilité de la variable aléatoire xn compris entre moins l'infini et x. La probabilité P de xn, c'est la limite de grand F de xn moins f de x moins delta xn divisé par delta x, sachant que delta x tend vers 0. Nous avons grand F de x' n égale, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de P de x' n dx'. Donc, quand on dit un signal aidé du second ordre, c'est possède un moment du premier ordre ou bien espérance mathématique en moyenne statistique. Donc, quand on dit la formule telle espérance x de n, c'est l'intégrale de x par p de xn dx. Donc, c'est la moyenne d'ordre 1 de xn. Et un moment du second ordre, sachant que l'espérance de xn est v au carré, il y a l'intégrale de x au carré fois la probabilité de xn dx, donc il y a le moment d'ordre 2 de x de n. Donc le signal aidé stationnaire, ces paramètres statistiques sont indépendants du temps. Donc pour n, donc j'ai pour t égale à nte, c'est-à-dire la probabilité de xn, virgule n égale la probabilité de x, quel que soit n, donc tous les indépendants du n, d'accord? La stationnarité peut se limiter au moment du premier et de second ordre. Donc, nous avons le signal stationnaire, le sens large, qui coule l'espérance de xn égale l'espérance de x bar. Donc, l'intégrale de x par la probabilité de x dx. Le moyen d'ordre 1 de x bar, donc égal à mu de x et les indépendants de n. Et nous avons aussi l'espérance de x de n par x de n moins p est égale à c de p, l'autocorrélation du signal. Des propriétés d'ergodicité permettent de calculer la moyenne temporelle à partir de la moyenne d'ensemble. Donc, j'ai l'espérance de x bar, c'est l'intégrale de x par p de x dx. Donc, c'est la limite de 1 sur 2n plus 1 quand n tend vers l'infini par la somme de xn. N varie de moins n jusqu'à plus n. On dit l'espérance de xn par x conjugué de n moins p, c'est la limite de 1 sur 2 grand n plus 1, sachant que grand n tend vers l'infini multiplié par la somme pour petit n qui varie de moins 1 jusqu'à grand n, x de n par x conjugué de n moins p, donc c'est la fonction d'autocorrélation de p. J'ai aussi l'indépendance statistique des deux variables aléatoires x, y est définie par, c'est la probabilité de x, y égale la probabilité de x fois la probabilité de y. Donc, on a le bruit blanc. Donc, j'ai un signal aléatoire x de t appelé bruit blanc. C'est tous ensemble de grandes n valeurs temporelles, ni,
Il varie de 0 jusqu'à grand N moins 1. La variable a n dimensions. On dit x égale x de n0, x de n1, x de n moins 1, grand N moins 1. Il faut qu'il satisfie la condition suivante, c'est que la fonction d'autorélation de x est l'espérance de x de n fois x de n moins p. Donc, la variance égale à sigma au carré de b pour p prend la valeur 0 égale à 0 pour p différent à 0. Donc, le bruit blanc est amnésique. Remarque qu'il n'existe aucune corrélation entre un échantillon du signal et un autre d'ordre différent, bien sûr. La réalisation d'un générateur de bruit pseudo-aléatoire blanc, nous avons l'utilisation d'un polynôme générateur faisant intervenir un registre à décalage, donc un logique, avec un opérateur, le XOR. J'ai que le signal obtenu, c'est un ensemble de 0 et de 1 ayant la même probabilité d'apparition. Ce type de signal est utilisé comme signal test pour les systèmes de transmission numérique. Donc ici, le CK, c'est l'horloge, bien sûr, parfois logique, ou c'est un ensemble de registres qui varie de 1 jusqu'à P. N, le signal de sortie. À chaque fois, là, je fais le produit avec XOR pour refaire l'opération. Donc, les RI, ce sont des registres à décalage contenant le bit RI. Les conditions initiales, le R1, les toujours 1 ou le RI égale à 0. Sinon, on ne l'opération, d'accord? Ce circuit, c'est la traduction expérimentale du polynôme générateur. Donc, GP de NP de x égale à 1 plus XP plus XN, P compris entre 1 et N, d'accord, égal à le XOR. Donc, c'est l'addition modulo 2. Donc, on remarque CP, NP de x est un polynôme générateur, c'est-à-dire les contre-réactions NP sont correctement choisies. On obtient en sortie une suite binaire périodique de longueur maximum dans la période t égale à 2 à la puissance n-1 par t de h. Donc, il comporte 2 à la puissance n-1 bit qui est égal à 1 et 2 à la puissance n- bit qui est égal à 0. Donc, on appelle ça l'équiprobabilité, donc متعادلين ou la égale. Donc, on va les signaux aléatoires, les signaux gaussiens. La loi gaussienne, c'est le théorème central limite. Donc, j'ai une variable aléatoire à une distribution normale au gaussienne. C'est la densité de probabilité de la forme P de x égale à 1 sur sigma multiplié par racine de 2pi exponentielle moins x de moins mu, le tout élevé au carré sur 2 sigma carré. Mu est la moyenne statistique. Sigma ou l'écart type, pour sigma carré, c'est la variance. Donc, j'ai un signal aléatoire x de t est appelé gaussien, c'est pour tout ensemble de grand N valeurs temporelles n de i. Il varie entre 0 et grand N moins 1, la variable a n dimensions. Donc, i égale xn0, x1 jusqu'à x grand N moins 1 et gaussienne, bien sûr. Donc, la densité spectrale. La densité spectrale est obtenue par la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation. Donc, c'est le théorème de Wiener-Kinstein. Donc, j'ai S de F, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation CP. Donc, c'est la somme de CP par exponentielle moins G de G pi F P T E. La loi de probabilité gaussienne est importante dans la mesure où elle garde son caractère gaussien dans toute opération linéaire. Donc, pour la convolution, le filtrage, dérivation et l'intégration, en d'autres termes, c'est l'entrée d'un système linéaire et gaussienne, sa sortie, bien sûr, les kif gaussienne. Le rapport signal sur bruit, c'est un moyen pour caractériser un système de transmission en comparant le rapport signal sur bruit à son entrée N de E avec le rapport de sa sortie N de S.
Donc, nous avons un signal x de t de puissance p de x mélangé avec du bruit blanc, b de t, la puissance, et la puissance à la sortie, p de s, px plus la probabilité de signal, plus la probabilité de bruit. Donc, on définit le rapport signal sur bruit, mu égale à p de x sur pb, égale la puissance de x, la puissance de bruit et la variance est v au carré du bruit. La puissance est la limite de 1 sur t, l'intégrale de x de t élevé au carré dt, plus la limite de 1 sur t, l'intégrale 0 de t, tal bruit élevé au carré de dt. Donc, c'est p de x plus p de b. La puissance du signal plus la puissance du bruit. Quelles sont les sources de bruit? Donc, nous avons soit des bruits externes. Donc, c'est bien les perturbations naturelles, des bruits cosmiques, des bruits atmosphériques et les perturbations artificielles. Pour le bruit interne, nous avons la commutation de courant, le bruit de fond, donc il y a un bruit thermique ou bien un bruit de grenaille. On va commencer par le bruit thermique. Donc, nous avons la relation Nyquist-Johnson. B au carré efficace égale à 4K fois T par R delta F. K, c'est la constante de Boltzmann qui est égale à 1,38 par 10 à la puissance moins 23 joules sur K. Et la puissance totale du bruit, P total, égale à K par T delta F. La bande de fréquence delta F de ce bruit a une densité spectrale B de F égale à B0. B0, il y a tous les 1,5 de KT, c'est un bruit blanc. Bien sûr, donc, tous les sa fonction d'autocorrélation, c'est B de T égale à B0 Dirac de T. Donc, toutes les valeurs en temps sont indépendantes. Maintenant, si la condition de densité de spectrale de puissance n'est pas constante, on parlera de bruit rose cette fois-ci, marouche, blanc ou la rose. Comment faire la détection d'un signal noyé dans le bruit? Donc, j'ai la détection par corrélation d'un signal périodique noyé dans un bruit blanc, soit un signal réel périodique x de t et un signal de bruit n de t, indépendamment de x de t et sans mémoire. Donc, la fonction de corrélation de bb de infini égale à 0. Le signal à être traité est donné par la somme de ces deux signaux. Donc, j'ai S de t lié à x de t signal plus le bruit. La fonction d'autocorrélation de ce signal est donnée par la relation. Tout lié la fonction d'autocorrélation égale, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de S de t par S de t moins taux dt, qui est égal à l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de x de t par b de t, par x de t moins taux plus le bruit, bien sûr, décalé de t moins taux des taux. Bien sûr, si on va utiliser la propriété de distributivité et de l'opérateur de corrélation, donc j'ai la corrélation, l'autocorrélation du signal S, c'est l'autocorrélation du signal X plus l'autocorrélation du signal X par le bruit, plus l'autocorrélation du bruit par X, plus l'autocorrélation du bruit par lui-même. Donc, j'aurai l'autocorrélation du signal S, c'est l'autocorrélation de X. C'est quoi la détection synchrone? Nous avons que de nombreux phénomènes physiques produisent dans le domaine de faible fréquence des signaux aléatoires. Dans la densité spectrale de puissance augmente vers les basses fréquences. Donc, j'ai un bruit 1 sur F. La présence d'un bruit 1 sur F gêne les mesures des signaux basse fréquence. Pour contourner cette difficulté, les physiciens ont recours à la détection synchrone qui transfère momentanément le spectre du signal utile dans un domaine de fréquence plus favorable et évite la dégradation par le bruit 1 sur F. Donc, voici le principe. Donc, j'ai un signal basse fréquence qui passe à travers modulation d'amplitude. Donc, ici, j'aurai le transfert du spectre vers les fréquences les plus élevées, additionné avec un bruit 1 sur F. Donc, c'est des composants électroniques support physique pour la transmission. Donc, ici, j'ai la transmission, le traitement du signal. Et après, j'aurai la démodulation, l'opération inverse, synchrone. C'est la reconstitution du signal d'origine.
Pour la détection synchrone par corrélation d'un signal périodique noyé dans le bruit, donc la corrélation avec un signal sinusoïdal pur, XP de t, en faisant varier la fréquence de ce signal sinusoïdal. Donc j'obtiens la fonction de corrélation, تكون ماهيش nulle, ou maximale à chaque fois qui تكون la fréquence de x de p égale à celle qui est déjà le signal x de t. Donc, j'aurai la fonction d'autocorrélation entre S et X pur de taux et X ma X pur de taux plus le bruit ma X pur de taux. Le bruit ma XP de 0 qui le temps d'intégration du corrélateur est suffisamment grand. Donc, négligeable, elle tend vers 0. Donc, la détection se fait grâce au vocabulaire, donc la variation linéaire de la fréquence de sortie en fonction du temps. Donc, voici un schéma bloc où on dit la partie modulation et démodulation. Donc, j'ai un signal d'entrée qui est multiplié par E de T, donc un générateur de signaux périodiques. Donc, là, j'aurai un déphasage incontrôlé qui passe à travers la sortie, l'entrée a un retard variable, où le signal d'entrée multiplié par le E de T, l'entrée a le filtre passe-bande. Je fais une multiplication les deux, le signal d'entrée E de T à travers le filtre avec le déphasage incontrôlé. Donc, à travers un filtre passe-bas pour récupérer mon signal de sortie. Donc, on appelle cette partie, c'est la modulation. Et la deuxième, c'est la démodulation. Donc, la quantification uniforme, donc j'ai x de k pour kte égale à 1k. Donc, nous avons un xe de kte, qu'on mahsour bien 1k moins k sur 2 et 1k plus k sur 2. Donc, j'aurai e de t égale à xk moins x petit a de t. E de t, il y a l'erreur de quantification ou bien le bruit de quantification. Maintenant, si la densité de probabilité P de x de l'amplitude du signal est connue, on peut déterminer la caractéristique de quantification qui, pour un nombre n donné de bits, minimise la puissance de distorsion totale. Donc, comme hypothèse, nous avons que le bruit de quantification est considéré comme un processus aléatoire, bien sûr. Et il est stationnaire en plus. Il possède une valeur moyenne mu de E, où la variance T est sigma E, qui s'exprime, donc on dit la variance élevée au carré, et la somme sur K qui varie de 1 jusqu'à grand A, à l'intégrale de xk moins x élevé au carré par P de x dx. Donc, on peut faire P de x de K de l'intégrale, parce qu'on a l'intégrale par rapport à x, d'accord? Donc, l'intégrale de xk moins x carré dk, donc la variance, c'est la somme de P de xk multipliée par Q de k élevé au carré sur 12. Pour les convertisseurs linéaires, j'ai Q de k égale à Q, c'est une constante, en écrivant que la somme des probabilités égale à 1, donc la somme de probabilité P de x de Q égale à 1, automatiquement, j'aurai la variance élevée au carré de E égale à Q élevé au carré sur 12. Donc, j'ai le rapport signal à bruit donné par sigma lié à les valeurs efficaces. Donc, on obtient ρ égale à 12 sigma au carré de x sur Q au carré. Bien sûr, en exprimant Q en fonction de la plage de variation V du signal, d'entrée par un découpage en K égale à 2 à la puissance m intervalle, donc c'est m nombre de bits. Donc, j'aurai ρ égale 12 par sigma au carré de x sur v au carré fois 2 à la puissance de m. Donc, en décibels, tout lit, c'est 10,8 plus 6 fois m moins 20 log de v sur sigma au carré. C'est sigma x, pardon, le mèche carré. Donc, comme exemple, nous avons pour un signal d'entrée sinusoïdale d'amplitude V de E, un des sigma x égale à V sur 2, racine de 2, donc c'est la valeur efficace. Euro en décibels, qui n'a 10,8 plus 6 par m moins 20 log 10, tous les 6m plus 1,76. Donc, deuxièmement, un signal avec une distribution gaussienne, la règle de 3 sigma, donc V égale à 6 sigma.
Donc, sigma x tous les V sur 6, ou rho de dB tous les 6m moins 4,76. Donc, j'ai des remarques que le moyen simple de déterminer le nombre de bits d'un convertisseur linéaire permettant d'assurer un rapport signal à bruit connaissant la statistique du signal d'entrée, bien sûr. Pour le convertisseur logarithmique, la définition, c'est de découper les amplitudes en intervalles de temps plus petits que l'amplitude est faible, bien sûr. La méthode, c'est utiliser un amplificateur non linéaire avant l'échantillonnage. Donc, j'aurai x de t qui passe à travers un compresseur mu. Donc, à la sortie, je vais récupérer le signal y de t. Je vais lui passer à travers un quantificateur q. Donc, j'aurai un signal y quantifié de t. La loi mu est à uni Japon. Donc, j'ai x sur le signal d'entrée. Le mu, c'est le paramètre de conversion. Donc, j'aurai y. C'est signe de x par logarithme nébérien de 1 plus mu de x en valeur absolue divisé par logarithme de 1 plus mu. La loi grand A ou la loi de 13 segments Europe, donc j'aurai y égale la signe de x par a en valeur absolue de x divisé par 1 plus logarithme nébérien de a pour x en valeur absolue compris entre 0 et 1 sur a. Bien sûr, toujours x ou le signal d'entrée, ou a le paramètre de compression réseau égal à 87,6. D'accord? Ou bien cette deuxième fonction pour x en valeur absolue compris entre 1 sur a et 1. Remarque, dans la pratique, la loi grand A est une loi approchée par des segments de droite. Chaque pas de quantification vaut le double du pas précédent. Donc, si nous avons un numéro de segment A sur 8 bits, j'aurai 13 segments. Donc, je vais laisser la partie corrélation des signaux pour les signaux aléatoires pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.